L'individualisme, c'est un mot qu'on entend absolument partout. On le brandit comme un idéal ou alors on s'en sert comme d'une critique. Mais si on se disait qu'il y a en fait deux types d'individualisme, deux types qui sont des ennemis jurés, et que l'un d'eux, celui qui se présente comme le champion de la raison, mène en fait tout droit au collectivisme. C'est une idée incroyablement provocatrice, et c'est justement le point de départ de notre discussion aujourd'hui. On plonge dans un ouvrage majeur du XXe siècle, Individualisme et ordre économique de Friedrich Hayek. C'est un recueil d'essais publié en 1948. Et il faut bien voir qu'à l'époque, Hayek rame complètement à contre-courant. Tout le monde ne jure que par la planification, le contrôle de l'État. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette pensée. On va essayer de comprendre cette fameuse distinction qu'il fait entre le vrai et le faux individualisme. Et on va voir pourquoi, pour lui, le véritable problème économique, ce n'est pas du tout celui qu'on croit. Exactement. Et on va comprendre pourquoi sa critique du socialisme, ce n'est pas une critique morale. C'est une critique qu'il veut purement logique, presque technique. Et en fait, on verra que tout son système de pensée repose sur une seule idée. Une idée à la fois très simple et très profonde. La connaissance humaine est dispersée, elle est imparfaite, et personne jamais ne la détient en totalité. Alors allons-y. Commençons par cette histoire de vrai et de faux individualisme. Ce qui est fascinant, c'est que Hayek commence par rappeler que le mot individualisme a été inventé par ses pires ennemis. Oui, c'est une ironie de l'histoire assez savoureuse en effet. Le terme a été inventé par les Saint-Simoniens, des penseurs français qui sont les pères fondateurs du socialisme moderne. Pour eux, l'individualisme, c'était le nom péjoratif qu'ils donnaient à la société de marché qu'ils voulaient abattre. Et en face, ils ont forgé le mot socialisme pour décrire leur société idéale entièrement planifiée. Donc pour Hayek, une partie de ce qu'on appelle individualisme aujourd'hui serait une sorte de cheval de Troie du socialisme. C'est ça, le faux individualisme. C'est exactement ça. Il l'associe à ce qu'il appelle le rationalisme continental et surtout français. Descartes, Rousseau, les encyclopédistes. C'est une pensée qui a une confiance quasi religieuse dans la raison humaine, avec un grand R. L'idée de base, c'est qu'une société parfaite peut, et même doit, être conçue de A à Z par un esprit éclairé, comme un architecte qui dessine un bâtiment. Mais attendez, là je suis un peu perdue. Comment est-ce qu'on passe d'une philosophie qui part de l'individu, du «je pense donc je suis» de Descartes, pour finir par prôner le contrôle total de l'État? Ça semble... Contradictoire. Oui, complètement contradictoire. C'est justement tout le paradoxe que Hayek veut mettre en lumière. Le raisonnement, en fait, il est assez simple. Si on croit que tout ordre social valable doit être le produit d'un plan conscient, eh ben, on se met à rejeter tout ce qui a grandi spontanément. Les traditions, les coutumes, le droit, tout ça devient suspect. La seule chose qui compte, c'est la construction délibérée. Et si on pousse cette logique, qui est le mieux placé pour créer ce plan parfait pour toute la société? Une autorité centrale, un planificateur. Voilà. On part de l'individu roi et on arrive à l'état-dieu. C'est la pente glissante vers le collectivisme. D'accord, je vois le cheminement. C'est une foi si absolue dans la raison d'un seul individu qu'elle finit par vouloir s'imposer à tous les autres. Et alors, le vrai individualisme, c'est quoi? C'est l'opposé polaire, c'est l'opposé. Et il vient d'une autre tradition intellectuelle, la tradition britannique. On pense à Adam Smith, Edmund Burke. C'est une pensée beaucoup plus humble. Elle part du principe que la raison d'un seul individu est terriblement limitée. Personne, même le plus grand des génies, ne peut comprendre toute la complexité d'une société. L'idée, c'est que l'ordre n'est pas forcément quelque chose qu'on impose d'en haut. Il peut émerger de lui-même. C'est un peu comme, vous avez le sentier qui se forme dans un parc. C'est ça. Personne n'a décidé de son tracé, il n'y a pas d'architecte. Il s'est juste créé parce que des centaines de personnes, chacune cherchant le chemin le plus court, ont marché au même endroit. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Et Hayek nous dit que le marché, le langage, le droit, ce sont exactement comme ce sentier, des ordres incroyablement complexes et utiles, qui n'ont été planifiés par personne. C'est son concept central d'ordre spontané. Ce sont des institutions qui sont le résultat de l'action humaine, mais non d'un dessein humain. Donc le vrai individualisme, ce n'est pas chacun pour soi. Pas du tout. C'est créer un cadre de règles justes, les mêmes pour tous, et à l'intérieur de ce cadre, des millions d'individus, en poursuivant leur propre but avec leurs connaissances limitées, collaborent sans même le savoir. Et ils créent un ordre bien plus efficace que n'importe quel plan. Justement, cette idée de connaissance limitée, ça me semble être le cœur du réacteur de sa pensée. Si chaque individu n'a qu'une toute petite partie de l'information, comment la société fait-elle pour fonctionner ? Et là, on touche au point essentiel. Pour Hayek, la science économique de son époque, elle passe complètement à côté du vrai problème.
Le problème économique, ce n'est pas de savoir comment allouer des ressources données, comme dans un jeu de société où on connaît toutes les pièces. Le vrai problème, c'est que personne ne possède le plan du jeu. La connaissance nécessaire, elle n'est pas centralisée. Elle est radicalement dispersée, fragmentée. Elle est dans la tête et dans les mains de millions de gens. Mais alors, comment on coordonne tout ça? S'il n'y a pas de chef d'orchestre, comment la symphonie économique peut-elle se jouer sans virer à la cacophonie? La réponse de Hayek, c'est ce qu'il considère comme l'une des plus grandes merveilles créées par l'humanité, sans que l'humanité l'ait conçue, le système de prix. Pour lui, les prix, ce ne sont pas juste des étiquettes. Ce sont des signaux. C'est un immense système de télécommunication qui permet à des millions de gens de coordonner leurs actions sans avoir besoin de se connaître. Ah oui, il utilise un exemple très parlant avec une matière première, l'étang. C'est presque magique en fait. C'est exactement le mot. Imaginez, dit-il, qu'une mine d'étain soit inondée quelque part dans le monde. La plupart d'entre nous, on n'en saura jamais rien. Mais que se passe-t-il? Le prix de l'étain augmente. Et ce simple chiffre, cette information ultra condensée, se propage à travers le monde. Et le fabricant de boîtes de conserve, sans savoir pourquoi, va chercher à l'économiser. Exactement. Il va peut-être utiliser un autre matériau, l'artisan qui utilise de l'étain pour une soudure va peut-être changer d'alliage, le consommateur, en voyant le prix des conserves augmenter, en achètera un peu moins. C'est vertigineux. L'idée qu'un simple prix puisse coordonner le comportement de milliers de personnes qui ne se parleront jamais, c'est une idée très forte. Ils agissent tous de manière cohérente, comme si un ordre leur avait été donné. Tout à fait. Et c'est pour ça que Hayek est si critique envers la théorie de la concurrence parfaite. Cette théorie, elle suppose que tout le monde a une information parfaite. Pour Hayek, c'est une absurdité. C'est supposer que le problème est déjà résolu. La concurrence, ce n'est pas un état de perfection, c'est un processus, une procédure de découverte. C'est par la concurrence que l'information est générée et partagée. Et cette vision de la connaissance l'amène donc, logiquement, à sa grande critique de la planification socialiste. C'est le fameux débat sur le calcul économique. Oui, un débat initié par son mentor, Ludwig von Mises. Et la question est d'une simplicité désarmante. Une économie où l'État possède tous les moyens de production, peut-elle allouer les ressources de manière rationnelle, c'est-à-dire sans gaspillage? La réponse de Mises et Hayek est un non catégorique. Pourquoi? Intuitivement, on pourrait penser qu'un planificateur central, avec une vue d'ensemble, ferait mieux que le chaos apparent du marché. L'argument est le suivant. Dans une économie socialiste, l'État possède tout. Les usines, les machines, les matières premières. Du coup, comme il n'y a pas de propriété privée de ces biens de production, il n'y a pas d'échange entre producteurs. Et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de marché. Et s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix. Et sans prix, le planificateur est aveugle. C'est ça l'idée. Il a une liste de tout l'acier et tout le béton du pays, mais il n'a aucune idée de ce qui est le plus cher ou le plus rare à un instant T. Vous mettez le doigt dessus. Le planificateur peut avoir des armées d'ingénieurs. Ils peuvent lui dire on peut construire ce pont en acier ou en béton ou en bois. Il connaît toutes les possibilités techniques. Mais sans les prix, comment choisir? On n'a pas une idéologie comme ça. Bien sûr, et Hayek les analyse méticuleusement. Une première idée, c'était de dire que le bureau du plan pourrait résoudre des milliers d'équations mathématiques pour trouver les bons prix. Hayek a montré que c'était une chimère, parce que les données changent chaque seconde. Une autre idée plus subtile a alors émergé, le socialisme de marché. Oui, c'est la proposition la plus sérieuse, défendue par des gens comme l'économiste Oscar Lange. L'idée, c'est l'État reste propriétaire de tout. Mais on va simuler la concurrence. On donne l'ordre aux directeurs d'usines de se comporter comme s'ils étaient des entrepreneurs capitalistes en essayant d'égaliser les prix aux coûts marginaux. C'est une simulation, quoi. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas non plus, selon Hayek? Pour une cascade de raisons. D'abord, qui fixe les prix? Ce n'est pas le marché, c'est le bureau du plan, par décret. C'est un processus lent, rigide. Ensuite, et c'est fondamental, le directeur d'usine, ce n'est qu'un fonctionnaire. Il ne risque pas son propre argent. Il n'a pas vraiment la peau en jeu, comme on dirait aujourd'hui. Exactement. Son but, ce n'est pas de faire du profit en innovant, c'est de pouvoir justifier ses décisions à ses supérieurs pour ne pas avoir de problème. Ça tue l'esprit d'entreprise. Mais le coup de grâce, l'argument décisif pour Hayek, c'est la question de l'investissement. Qui décide de construire une nouvelle usine, de lancer un nouveau produit? C'est toujours l'autorité centrale.
Toujours. Et c'est elle qui doit évaluer tous les projets, allouer le capital. On se substitue complètement au rôle de l'entrepreneur, qui est de parier sur l'avenir, et on retombe tête la première dans tous les problèmes insolubles de la planification. La boucle est bouclée. Ce qui est fascinant, c'est que Hayek ne s'arrête pas à l'économie. Il étend ses principes à la sphère politique, et notamment à une question qui était brûlante à son époque, et qui l'est toujours, la construction d'une fédération d'États, comme une Europe unie. Oui, il y consacre un essai entier. Il part d'un constat. Pour qu'une fédération entre différents peuples fonctionne, elle doit être une union économique avec une libre circulation des biens, des capitaux, des personnes. Mais ça a une conséquence radicale. Les États membres perdent une grande partie de leur pouvoir économique. Ils ne peuvent plus avoir leurs propres droits de douane, leur propre politique monétaire, etc. Là, la conclusion semble évidente. Si les États membres perdent ces pouvoirs, il faut bien les transférer à une autorité supérieure, le gouvernement fédéral. Et c'est là que Hayek prend tout le monde à contre-pied. Sa conclusion est l'exact opposé. Il dit que tenter de planifier l'économie au niveau d'une fédération, c'est encore plus dangereux qu'au niveau national. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif. Pourquoi ? Son raisonnement découle de ce qu'on a vu avant. Dans une fédération qui regroupe des peuples avec des cultures, des valeurs, des niveaux de vie très différents, il est presque impossible de se mettre d'accord sur un plan économique détaillé. Toute tentative de planification va inévitablement favoriser un groupe au détriment d'un autre. Si la fédération décide de protéger, disons, l'industrie horlogère suisse, cette protection sera payée par les impôts de tous, y compris le pêcheur portugais qui n'y gagne rien. Ce genre de décision crée des frictions, des ressentiments insupportables qui, à terme, feront exploser la fédération. Donc pour Hayek, la seule façon de faire tenir ensemble des peuples différents, c'est De ne pas essayer de les diriger économiquement. précisément. Sa conclusion est radicale. Pour qu'une fédération soit viable, ni les États membres ni le gouvernement fédéral ne doivent avoir le pouvoir de planifier l'économie. Leur seul rôle, c'est de maintenir un cadre juridique permanent et rationnel qui garantit la liberté et la concurrence. Pour lui, un libéralisme économique strict, ce n'est pas un obstacle à une union internationale, c'est sa condition de survie. Une fédération ne peut être qu'une fédération libérale, ou elle ne sera pas. En faisant le tour de ses essais, on voit vraiment la cohérence de sa pensée. Tout part de cette distinction entre deux visions de la raison. D'un côté, l'orgueil du rationaliste qui veut tout construire. Et de l'autre, l'humilité de celui qui fait confiance aux ordres spontanés. Et de cette humilité découle tout le reste. Sa vision du problème économique, qui est un problème d'utilisation de connaissances dispersées, que seul le système de prix parvient à coordonner. Exactement. Ce qui rend, selon lui, le calcul en système socialiste logiquement impossible. Et enfin, cette application assez surprenante à la politique. L'idée qu'une union de peuples ne peut réussir que si le pouvoir central est strictement limité, s'il est le garant d'un cadre libéral plutôt qu'un super planificateur. Hayek termine l'un de ses essais en écrivant que le vrai individualisme, c'est avant tout une attitude d'humilité. Une humilité face à ces processus sociaux par lesquels l'humanité a accompli des choses qu'aucun individu n'a jamais pu concevoir dans sa totalité. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque, une époque qui valorise plus que jamais la planification, l'optimisation, le contrôle par la donnée. Quelle place laissons-nous encore à ces formations spontanées qui, selon Hayek, sont le terreau d'une civilisation libre ? Et la question la plus inquiétante, une fois qu'on les a démantelées, est-ce qu'on a seulement la capacité de les reconstruire ?